Interpellation. Une interpellation, premièrement, pour mieux connaître ce que nous sommes à travers le monde, plus particulièrement à travers les Amériques, ce que nous sommes, mais également ce que nous y faisons et ce que nous y avons apporté, qui n'est pas toujours connu par beaucoup d'entre nous. Et quand vous dites, par exemple, que 45% des esclaves sont venus de l'Afrique centrale, et je voudrais bien qu'on s'interroge dans la salle sur comment nous faisons pour honorer la mémoire de ces 45% d'esclaves qui sont partis d'ici. Je pose la question parce que je vis au Sénégal, je vois comment le Sénégal honore la mémoire des esclaves qui sont partis de cette partie du continent. L'île de Gorée, qui est à Dakar, c'est un lieu historique reconnu comme tel par l'UNESCO et qui draine des milliers de touristes chaque semaine, je dirais même, qui viennent pour visiter l'île de Gorée, pour voir comment ces esclaves étaient déportés, la porte de leur revoir, de l'adieu, comme ils le disent. Et chaque fois que des touristes viennent et me disent « nous allons à Gorée », je leur dis « allez toujours avec un mouchoir ». Parce qu'il y a toujours des larmes qu'on verse quand on est à Gorée, pour voir comment les choses s'étaient passées à l'époque. De ce côté ici, apparemment, c'est un silence. En tout cas, je ne connais pas personnellement une action quelconque qui a été menée en faveur de ces esclaves partis de cette partie du continent. Il y a eu, je crois, quelques années, avec le prophète Pasteur Ngoï, je pense, une initiative sur la route des esclaves, si je ne me trompe pas. Bon, je ne sais pas si ça continue, mais voilà une interpellation. La présence des Congos aux États-Unis, Sheila a raison, quand j'étais une fois à Monrovia, on m'a montré le quartier Congo avec K à Monrovia, au Libéria. Et donc, effectivement, nous avons beaucoup, je pense, à nous reprocher par rapport à ça. Une interpellation aussi, quand vous nous décrivez toute cette contribution de l'Église aux États-Unis, Église, en fait, Église fondée par nous. Papa Simon Kimbangu disait « Je suis venu pour libérer l'homme noir ». Mais l'homme noir, comme dit Sheila, je reprends ton expression, l'homme noir est dispersé. L'homme noir n'est pas que au Congo, il n'est pas que en Afrique. Il est aussi aux États-Unis, il est aussi en Amérique latine. Le professeur Kabengele nous en dira sans doute un mot à propos de l'homme noir au Brésil. On en a parlé avec Honduras, etc. Et donc la libération de l'homme noir doit aussi se faire là où il est, l'homme noir, partout à travers le monde. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça exactement? Je sais qu'on a créé le 51e État d'Afrique, qu'on a du mal à circonscrire politiquement et juridiquement. Mais pour ceux qui ne savaient pas, l'Union africaine a décrété qu'on ait 51 États en Afrique et le 51e État, c'est la diaspora. Mais cette diaspora-là, réellement, qui s'en occupe, comment favorise-t-on sa contribution au développement de l'Afrique?
Est-ce qu'on sait où elle est? Est-ce qu'on sait ce qu'elle fait là-bas? Est-ce qu'on sait comment elle est martyrisée là-bas? Nos compatriotes qui vivent en France, en Belgique, etc., est-ce qu'on... Si la diaspora est 51e État, il faut bien qu'on sache comment réellement en faire un État d'Afrique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment justement, à travers l'Église, les Noirs ont contribué à toute une série d'actions aux États-Unis. Une Église d'émancipation, avec pratiquement certains mots qu'on y retrouve, que nous utilisons, des rites qu'on y retrouve. Et je vois, si je peux me permettre un parallélisme entre le comportement des églises de réveil, dont beaucoup d'entre elles sont plus ou moins d'obédience des églises américaines, dans la façon de faire en tout cas. Elles ont influencé la façon de faire des églises de réveil et nous avons l'impression que ça nous vient de l'Amérique, alors que si on suit bien Sheila, en fait c'est nous qui avons amené ça en Amérique et ça nous est retourné sous d'autres façons. Mais voilà encore une interpellation parce que généralement l'Africain se sous-estime. L'Africain a tendance à se sous-estimer, à ne pas réellement savoir ses potentialités à travers le monde. Quand Sheila nous dit qu'il n'y a pas eu seulement déportation physique, mais il y a aussi eu une déportation des cerveaux. Autrement dit, des personnes qui ont fait de l'Amérique aujourd'hui ce qu'elle est. Est-ce que nous mesurons à sa juste valeur cette réalité-là? Je n'irai pas jusqu'à évoquer les cas de notre premier président africain aux États-Unis. Dans quelle mesure on le soutient pour faire l'honneur de l'Afrique, pour que quand même on commence à se rendre compte que oui, on n'est pas que ce qu'on pensait être. Dans quelle mesure on a soutenu Kofi Annan malgré certaines contradictions, mais c'est quand même un Africain qui a dirigé les Nations Unies, etc., etc. On peut continuer à évoquer des cas comme ça. Donc, pour moi, c'est encore une interpellation de mieux connaître le poids de l'Afrique, la contribution de l'Afrique à la marche du monde. Et tous ces mouvements de solidarité qui ont été créés par nos frères et sœurs aux États-Unis pour contribuer au développement de l'Afrique, pour lutter contre l'apartheid, comme elle a dit, et pour lutter contre plusieurs autres problèmes que nous connaissons. Dans quelle mesure sommes-nous en phase avec ce travail? Dans quelle mesure communions-nous, permettez-moi le mot, avec ce travail immense que font nos frères et sœurs aux États-Unis pour être avec nous ensemble dans ces combats? Je m'arrête là pour introduire le débat, parce que je ne vais pas refaire une autre conférence, ce n'est pas ça qu'on m'a demandé. En remerciant vraiment Sheila pour ces interpellations, et en attendant que le professeur Théophile Obenga nous rejoigne, je vous demande de réagir à cet exposé extrêmement intéressant de Sheila. La parole est à qui veut la prendre. Oui? Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Le micro-baladeur. Ça porte? Ça va? Micro-baladeur. Professeur Ngoma Binda. Professeur Ngoma. Merci.
Merci, professeur. C'est juste pour savoir, parce que j'étais un tout petit peu distrait, c'est pour savoir le rôle d'un prophète qui est à Washington, je crois, et qui de plus en plus est important. Louis Farrakhan, la nation de l'islam. Je pense que c'est une personnalité, c'est un prophète qui mérite d'être très connu. Il a travaillé, il était compagnon de Malcolm X ou X, et je crois que nous voudrions bien davantage connaître ici en Afrique cette personnalité qui est largement persécutée par une certaine Amérique. C'est tout, merci. Merci, professeur. Très bel exemple. Si les autres intervenants peuvent être aussi courts et précis. Professeur Mantouba Mabiala. Moi, je voudrais tout d'abord dire merci à Sheila d'avoir donné une autre image de la diaspora américaine. Il y a quelques années, j'étais à une exposition en Allemagne intitulée « L'Afrique en Amérique ». Alors, en sortant de là, j'étais très triste parce que tout ce que j'ai vu, c'est de montrer les souffrances des Noirs en Amérique, comme esclaves et comme descendants d'esclaves. Alors, ce que j'ai aimé ici, c'est que vous avez positivé la présence des Noirs aux États-Unis et à travers le monde. Et toutes ces initiatives qu'on prend maintenant pour mettre les ponts entre l'Afrique et l'Amérique. Alors cette notion de projection du monde, projection de l'Afrique dans le monde et dans le monde atlantique, je crois que c'est une notion qui mérite d'être approfondie et qui mérite des actions concrètes et des recherches et des dialogues inter-afro-américains de telle manière que nous puissions nous approprier ces processus de projection. Alors, ce que j'ai aimé aussi dans ce que vous avez dit, c'est la question de conceptualisation du monde. Si on ne conçoit pas soi-même, celui qui conçoit le monde détermine l'avenir du monde. Ne subit pas les concepts du monde, la globalisation, toutes ces notions qui sont modernes, sont conçues, conceptualisées ailleurs. Et je crois qu'il est important de montrer qu'il y a eu des Africains, des Afro-Américains surtout, qui ont conceptualisé le monde, comme de Washington, qui déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo, critiquait les processus qui s'est passé au Congo, à l'État indépendant du Congo à l'époque. Je crois que tous ces événements historiques, nous devons de plus en plus en parler en action de coopération interuniversitaire, de dialogue interuniversitaire. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci, professeur Mabiala. Je viens au milieu. Intervention. Oui? Oui? Excusez-moi, présentez-vous, s'il vous plaît. Le micro? Passez-lui le micro. Merci, madame, pour votre brillant exposé que je suis avec beaucoup d'attention. Ma question, c'est celle-ci. En 1887, je dis bien en 1887, naissait en Jamaïque, à Kingston, un certain Josiah Marcus Garvey, que vous devez certainement connaître. Marcus Garvey, en 1914, va déclarer ceci. Lorsque vous verrez un noir couronné en Afrique, ce noir sera le sauveur du monde. Alors, à l'avènement de Négus Haïlé Sélassié, beaucoup de chercheurs d'Africains avaient cru ce noir était bel et bien lui. Mais avec son départ, voyant comment il a été chassé de son pays avec son cortège de malheur, les regards s'étaient tournés ailleurs. Aujourd'hui, nous célébrons la libération de Papa Simon Kimba.
dont d'ailleurs le thème central s'intitule « L'homme, son œuvre et sa contribution au processus de libération de l'homme noir ». Ma question est de savoir, en dehors de Marcus Garvey, est-ce qu'il y a d'autres intellectuels, d'autres chercheurs, d'autres penseurs, hors de l'Afrique, parce que vous avez beaucoup voyagé, hors de l'Afrique, qui ont cette perception de cette puissance spirituelle qui réside ici en Afrique, pour lequel on s'attend qu'elle puisse sauver l'humanité, comme Marcus Garvey l'a dit. Je vous remercie. Merci. Au milieu encore? Non. Je vais à droite. Y a-t-il? Ok. Sheila, des éléments de réponse? Oui. Oups. Farrakhan. J'ai décidé de ne pas parler des musulmans parce que j'aurais été obligée de parler aussi d'autres groupes. Et c'était plus facile de rester au sein du christianisme et surtout qu'il y a une ligne droite. Mais les musulmans noirs ont aussi, au XXe siècle, ont eu un impact important, moins que les chrétiens parce qu'ils sont moins nombreux. Mais pendant les années 20-30, il y a eu plusieurs nouveaux mouvements religieux au sein de la communauté africaine-américaine qui étaient des mouvements identitaires et sociopolitiques. Et le mouvement qui a le plus duré, qui a pris le plus d'envergure, c'est effectivement la Nation de l'Islam, fondée par Elijah Muhammad. Et vous connaissez, la personne la plus connue était Malcolm X, qui se scindait du mouvement d'Elijah Muhammad. Et maintenant, le successeur est Farrakhan. Les musulmans noirs, ils ont eu des activités semblables aux églises séparatistes chrétiennes, parce que c'est leur origine. J'ai entendu un discours de Farrakhan qu'il a fait dans une église baptiste à Washington. Une église baptiste qui a aussi des projets de développement dans la communauté africaine-américaine. Une église baptiste qui a un sens très panafricaniste. Ils ont par exemple un mural de comment est-ce qu'on appelle ça? La dernière scène, le dernier dîner de Jésus. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Merci. Bon, il y a une peinture de cette scène et les membres du dîner sont des leaders africains et africaines-américaines. Il y a Marcus Garvey, il y a Mandela, il y a des femmes, il y a Harriet Tubman qui a amené beaucoup de gens en esclavage dans le sud des États-Unis à la liberté du Nord. Il y a Sojourner Truth, une autre femme qui était leader de l'émancipation africaine-américaine. Alors, il y a des Africains, il y a Nkrumah, je ne sais pas, Malcolm X est là, Du Bois, le grand intellectuel, il est là aussi. Alors, ce n'est pas étrange que Farrakhan aurait fait un discours dans cette église baptiste. Alors, les musulmans noirs, ils ont été très efficaces, surtout parmi les gens marginalisés, frustrés peut-être par l'Église chrétienne, qui ne leur donnait pas ce qu'ils cherchaient, qui ne leur donnait pas une identité qu'ils trouvaient utile. Ils ont créé des écoles, ils avaient des restaurants, des usines, un journal qui existe jusqu'à maintenant. Mais le poids chrétien est très important chez nous, dans la communauté africaine-américaine. Alors, il y a des membres de la communauté africaine-américaine qui ont appris à être anti-islamiques et alors qui sont contre la nation de l'islam.
Mais il se porte toujours bien, la nation de l'islam se porte toujours bien. Farrakhan a organisé il y a une dizaine d'années ce qui s'appelait la marche d'1 million d'hommes. Et je ne sais pas si avec 1 million d'hommes, mais je sais qu'énormément d'hommes africains-américains ont convergé à Washington et ils ont créé une dynamique positive. Il y a eu des projets positifs pour la communauté africaine-américaine qui ont été le résultat de ce phénomène organisé par l'imam, je pense qu'on l'appellerait Farrakhan. Sauf que il y a aussi une opposition. Et je me souviens qu'à ce moment-là, Clinton, qui était président des États-Unis à l'époque et qui était assez favorable envers la communauté africaine-américaine, est venu à l'Université de Texas, où j'enseignais pour le moment. Et j'avais l'impression qu'il voulait s'absenter de Washington ce jour-là et il n'a pas prononcé le nom de Farrakhan, mais il a dit du mal de quelqu'un pour qu'on sache de qui il parlait. Alors, il y a une certaine opposition. Mais toujours est-il que les musulmans noirs continuent à faire du bien au sein de la communauté. Ils continuent à être une base de dignité pour un élément de la communauté africaine-américaine qui ne trouve pas ce qu'il cherche dans les églises chrétiennes. Alors, il y a beaucoup de variété chez nous. La positivisation de l'image de la diaspora africaine. Merci beaucoup. Quand j'ai organisé le colloque que j'ai organisé à l'Université de Texas avec l'aide de l'UNESCO, et c'était dans le contexte de l'année internationale de tolérance des Nations Unies. Et c'était avant que les États-Unis ne retournent à l'UNESCO. Alors c'était assez intéressant. Quand j'ai invité des gens, je me souviens d'avoir invité un Afro-Uruguayen qui, selon l'encyclopédie britannique, n'existe pas, mais il est venu quand même. Il voulait parler de l'oppression des Afro-Uruguayens. Et je dis, mais tout le monde pouvait raconter la même histoire. Alors, je ne t'invite pas pour venir pleurer. J'ai demandé que tu parles des apports des Afro-Uruguayens à la nation uruguayenne. Et je sais que l'Uruguay n'est pas un pays auquel on pense beaucoup. C'est un petit pays que beaucoup de gens considèrent comme une banlieue d'Argentine, ce que les Uruguayens n'aiment pas, bien sûr. Mais si on demande quel est le phénomène culturel qui définit l'Uruguay, ce phénomène culturel s'appelle candombe. Candombe. Et je pense que c'est un mot que vous connaissez mieux que moi, hein, vous bantouphones. Et je parle de toute la société uruguayenne. Alors, c'est l'identité nationale d'Uruguay qui a été contribuée par les afrodescendants. Alors, un problème quand on parle de l'image positive de la diaspora, c'est que nous-mêmes, on n'a pas appris ça. On n'a pas appris nos réalités positives. Quand je parle du transfert de technologie, de la fuite de cerveau de l'Afrique aux Amériques, beaucoup d'afrodescendants disent « Ah, on ne savait pas. » La démographie, et je ne vous ai pas cité les chiffres, j'ai oublié de vous citer les chiffres. Les chiffres m'ont étonné. Parce que nous, aux États-Unis, on nous dit que nous sommes une petite minorité opprimée. Il y a des minorités encore plus petites opprimées. Le Brésil a une majorité d'Afro-Brésiliens selon le recensement de 2010. Parce que maintenant, avant le Brésil, soi-disant démocratie raciale, où les afrodescendants avaient appris qu'ils étaient opprimés parce qu'ils étaient pauvres et ils n'avaient pas suffisamment bien appris qu'il y avait une correspondance entre négritude et pauvreté. Alors maintenant, ils sont le premier pays africain des Amériques. Mais alors, où nous sommes une minorité, où une afro-brésilienne caractérisait les afro-brésiliens comme une majorité minoritisée, parce qu'ils ne sont pas la minorité. Mais
nous n'avons pas appris notre histoire, nous n'avons pas appris nos contributions, nous n'avons pas appris nos apports, nous avons appris que nous sommes opprimés. D'abord, comme je n'arrive pas à limiter mon identité aux frontières des États-Unis, aux Amériques, nous sommes plus de 200 millions d'êtres humains. Alors, nous sommes à peu près, 20% de la population du continent africain. Si nous voyons ces chiffres, ça nous donne une autre identité. Et si on pense à la création des Amériques, entre 1500 et 1800, de 6 500 000 personnes qui ont traversé l'océan Atlantique pour les Amériques, 5 600 000 étaient africains, 1 million étaient européens. Étant donné le génocide des autochtones des Amériques, ça veut dire que pendant 300 ans, des 500 ans de l'histoire des Amériques modernes, le gros de la population était africaine et afrodescendante. C'est très important, il me semble. Et on peut dire oui, mais ils étaient esclavagisés. Je ne sais pas si vous auriez constaté que je n'ai pas utilisé le terme esclave. Aimé Césaire, père de la négritude, a dit que l'esclave est une chose, ou une personne qui a été chosifiée. Mais est-ce que les choses créent la première république indépendante noire des Amériques, c'est-à-dire Haïti? La première république au monde qui a aboli l'esclavage et qui a dit que tous les citoyens sont